Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance. Ce soir, un nouveau direct depuis nos studios dans le Périgord à Coulommiers-Chamiers. Famille, Justice, Enfance, l'étude de la famille contemporaine occidentale. Aujourd'hui, nous avons un socio. Sur le plateau, nous allons pouvoir parler qu'est-ce qu'être éducateur spécialisé, comment devient-on éducateur spécialisé, en quoi ça consiste, est-ce qu'on travaille que pour l'État et est-ce que c'est ces gens-là qui s'occupent des enfants à l'ASE ou est-ce qu'ils font aussi autre chose, c'est quoi un éduc, comment on le devient et qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, c'est Luc Magal. Bonjour Luc, tu vas bien? Bonjour à tous et à toutes. Ouais, ça va. Bon, merci d'être venu nous rejoindre. Alors écoute, on va y aller directement maintenant. Alors explique-nous la première question. Qu'est-ce que c'est qu'un EducSP? Alors, un EducSP, moi j'aime pas trop le côté SP parce que il y a plein de spécialités. Tu peux avoir une spécialité sur le handicap, tu peux avoir une spécialité sur la gérontologie. Il n'y a pas un seul diplôme d'éduc, il y a plusieurs diplômes d'éducateurs. Ouais. D'accord. Il y a des spécialisations pour devenir EducSP. Exactement. Tu as plusieurs spécialisations. Okay. Et tu vas avoir un éducateur sportif qui est spécialisé dans le sport, un éducateur socio-culturel qui est dans l'animation. Voilà, tu as un prisme d'éducateur qui est énorme. Donc il y a plusieurs diplômes autour de ça. Il y en a qui gravitent beaucoup. Alors, il y a les éducateurs spécialisés, on va dire que c'est plutôt des éducateurs famille, qui sont autour de l'enfant, du jeune et de la famille. Et ceux-là, ils vont être plutôt dans un cadre, on va dire, administratif. Les éducateurs sociaux, les éducateurs sportifs vont être plutôt dans des cadres qui vont correspondre à la thématique. Tu vois, les socioculturels, ils vont être sous l'éduc-pop, par exemple, ce qui, moi, me semble le plus intéressant. Puis voilà, l'éducateur sportif, ils vont être plutôt sous le joug d'une fédération. Les éducateurs de rue aussi. Éducateurs de rue. On en a ici avec l'association à côté du chemin, là, avec qui on travaille régulièrement. Ouais. Comment est-ce qu'on devient éducateur? Alors, il y a un diplôme qui se passe en 3 ans. C'est 3 ans? Ouais, c'est un bac plus 3, éducateur. Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent d'une licence. L'ancienne licence, ouais, en fait. C'est ça, c'est une licence. On va le devenir... Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est les profils d'éducateurs ou le parcours? Alors, comment ça fonctionne? J'ai interrogé beaucoup de psychologues ici. Ils nous ont expliqué quel était leur cursus dans les 5 ans, les 7 ans, les embranchements et autres. Je suppose qu'il y a un tronc commun. Ouais, il y a un tronc commun. Il y a une sélection à l'entrée. Moi, je me souviens, j'ai tenté l'IRT dans les années 90. On avait une batterie de tests psychotechniques. C'était absolument hallucinant. Vraiment. Donc, je sais qu'il y a plus ces batteries de tests aujourd'hui, mais il y a vraiment une étude de personnalité à l'entrée. Ah, t'as même un passage devant un psy. Hein. Oui. Il y a... L'observation, c'est de regarder si tu es à même, en fait, il y a 2 choses qui est observée. Est-ce que tu es à même de pouvoir t'adapter à des situations nouvelles que tu ne connais pas? Et je ne sais pas si on peut appeler ça... Est-ce que tu es à même d'aller aider les autres? C'est-à-dire, en fait, on m'a expliqué assez rapidement que pour aller aider les autres et aller s'occuper des autres, il faut déjà avoir résolu ses propres problématiques. Ouais, bon, alors moi, là-dessus, je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent régler leurs problématiques. Oui, c'est une discussion qu'on aura tout à l'heure. dans ce job-là, dans l'éducation en général. Mais voilà, c'est un parcours qui se fait... il y a une porte d'entrée, hein, effectivement. Un concours. Tu as un concours avec plusieurs questions. Un concours niveau bac. Niveau bac. Alors, il faut avoir un niveau d'écrit quand même suffisamment correct. Il faut avoir une compréhension de texte et une capacité à rédiger suffisamment correcte. Après, psychologiquement, il faut avoir quand même un équilibre... pour les résolutions de problèmes. Voilà, il faut avoir un profil qui est facilement adaptable. À mon époque, il y avait 2 niveaux d'examen d'entrée. Il y avait un premier écrémage avec les entretiens personnalisés et puis une deuxième étape avant l'accession, parce que les études peuvent être rémunérées, je crois. Ouais. Tu peux, selon là où tu travailles, tu peux trouver des financements. Par exemple, si tu vas travailler pour des associations, je regarde, là je suis en train de penser aux éducateurs spécialisés dans le handicap. Ils vont avoir beaucoup de financement parce qu'il y a très peu de personnes qui veulent faire ce boulot-là. C'est très dur, les situations de handicap. Donc, il va y avoir potentiellement plus de financement là-dedans. Bon, d'accord. Donc, on passe ces 2 barrières d'entrée. Il y a un tronc commun, je suppose, qui dure combien de temps? C'est sur la première année. D'accord. Qu'est-ce qu'on apprend cette première année?
Alors, tu vas apprendre le milieu, par exemple, les milieux sociaux. Tu vas apprendre un peu de psychologie. Il n'y en a pas tant que ça, de la psychologie dedans. Mais voilà, tu vas avoir des bases un peu qui te font comprendre que l'être humain, il est complexe. En fait, la première année, elle est faite pour te jeter dans... Donc des sciences humaines, en fait. Ouais. Elle est faite pour te jeter dans un cadre où toi, tout seul, tu vas te sélectionner. Est-ce que je reste pas? Parce que tu vas sentir que, non, ça va passer. Il y a une vraie pression de travail? Ou un petit peu, ouais. C'est un diplôme. C'est la dernière année le plus dur. D'accord, mais en première année, il y a beaucoup de théorie, tu m'as dit. Ouais, il y a beaucoup d'acquis, il faut absorber beaucoup. Voilà. On est beaucoup sur de la représentation. D'accord. En deuxième année, je suppose qu'il y a plusieurs branches qui émergent. Ouais. Quelles sont ces différentes séparations? Alors, déjà, sur la première année, tu t'as déjà profilé vers où tu vas aller. C'est par semestre? Non, c'est d'accord. C'est sur la dernière partie de l'année. Déjà, tu vas avoir ciblé. Tu vois là où tu as tes accroches. Exactement, ouais. Et après, tu vas partir sur la deuxième année. Il va y avoir les stages, il va y avoir des choses, enfin en entreprise. Et la troisième année, c'est beaucoup axé sur la rédaction, l'écrit, que tu vas commencer déjà en deuxième année. Voilà, ça c'est pour les EduxP, parce que sur les éducateurs socioculturels, c'est plutôt des diplômes en 2 ans. Tu vas avoir des DEGEPS par exemple, qui sont des diplômes d'État de l'éducation populaire. Ok. Voilà, sur les éducateurs sportifs, tu vas avoir tout ce qui est BPGEPS, DEGEPS aussi, sur le sport, qui vont coller un peu à l'éducation populaire. Voilà, c'est un peu... Et c'est à ce moment-là qu'on décide si on va aller avec des IMC, si on va aller avec des enfants, si on va aller faire éducateur de rue, ce genre de choses. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est en deuxième année qu'on commence aussi à avoir une partie de terrain. Ouais. D'accord. Et tu vas avoir... déjà, toi, quand tu vas rentrer dedans, tu vas avoir une idée de ce que c'est. La première année, elle va t'aider aussi à déconstruire des idées. Ça, c'est assez... Moi, je trouve que c'est le plus important, en fait. Parce que on glisse facilement dans la dictature en fait quand on fait ces métiers-là. Bon, tu as écrit un bouquin dessus, tu es un peu au courant, mais c'est des cadres de travail où tu es beaucoup lâché un peu face à toi-même. Donc si tu n'as pas déconstruit des choses, si tu es dans des représentations assez fermées, ça ne va pas fonctionner. Donc en fait, tu arrives en troisième année. En troisième année, je suppose qu'il y a de plus en plus de terrain. Mais en fait, à la fin des 3 ans, le diplôme, sur quoi est évaluée la capacité? La remise de diplôme, en fait, elle consiste en quoi? Ta cohérence. C'est-à-dire, en fait, tu as des notes ou tu as un jury? Alors, tu as un système continu où tu es accompagné, c'est-à-dire que il y a une soutenance à avoir à la fin. Donc, il y a un mémoire? Oui, il y a un mémoire, il y a tout un travail. Et tu es accompagné, en fait, pendant tout le cursus. Tu es accompagné par les formateurs, enfin ou des enseignants, je ne sais pas comment on peut les appeler. Et du coup, tu as un écrit à rendre qui est basé sur tes expériences. Et c'est ça, en fait, qui est interrogé. D'accord, tu as une soutenance, en fait. Oui, c'est une soutenance. D'accord. Question qu'on s'interroge, on se pose tous très souvent la question, est-ce que, donc déjà, les écoles, c'est l'IRTS, il y en a d'autres, IRTS, c'est Institut Jeunes Travailleurs Sociaux, je dis ça parce qu'à mon époque, il y a 30 ans, c'était le top du top. Aujourd'hui, il y a d'autres filières que celle-là? Ouais, tu vas avoir des assos, je vais en citer... une à Bergerac, je crois d'ailleurs, non? Oui, il y en a une à Bergerac. Tu vas avoir des assos, je vais en citer une parce que je la connais assez bien, que sont les CMEA, le centre d'entraînement en méthode d'éducation active, qui, eux, vont avoir une partie secteur social. Et tu vas pouvoir passer tout ce qui est EduxP, accompagnateur, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a moniteur éducateur, ME, et puis il y a EduxP, ES. Ce sont les deux. Moniteur éducateur. Ouais. Voilà, tu vas pouvoir passer par des assos qui sont des gros centres de formation. Voilà, t'en as 2-3. Et qui forment aussi l'assistante sociale, mais assistantes sociales qui sont beaucoup plus administratives, en fait, qui ont beaucoup moins de sciences humaines de terrain. Oui, c'est un autre travail, assistante sociale. C'est un accompagnement dans l'administration. C'est pas un accompagnement dans ton comportement au milieu, au sein de la société. Ce qui est le cas des éducateurs. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'un éducateur? C'est un accompagnant dans la société. C'est ça. C'est quelqu'un qui t'aide à être
pas trop mal en société. Donc, si la personne s'intéresse un peu à toi, elle va regarder là où tu es en difficulté, puis elle va te faire travailler là-dessus. C'est un peu à la marge. Alors au départ, ça a été fait pour aller aider les plus faibles ou les personnes qui ne s'inséraient pas dans la société, c'est-à-dire des gens qui travaillaient beaucoup, des victimes d'exclusion, de handicap, de réinsertion. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Qu'est-ce qu'un éducateur spécialisé aujourd'hui ? Ouais, c'est encore le cas, même si la place du travail avec la famille a augmenté. Même si c'est un autre type d'éducateur, les éducateurs famille, ils vont sortir de ce diplôme-là. Tu vas te retrouver à accompagner des gens vraiment à rentrer dans la société ou à ne pas la subir. Parce que tu as des gens qui ont plein de compétences, qui n'ont pas de mal à avoir du travail, mais qui subissent assez facilement la société. Donc, ils ont des problèmes avec la hiérarchie ou avec l'autorité ou avec tu ne vas pas aller voir les gens comme ça dans leur vie pour les rééduquer. C'est dans le sein d'institutions, d'associations. Et c'est là où c'est important, c'est que normalement, tu ne fais pas de rééducation. D'accord, ça c'est un peu le grand fantasme qu'il peut y avoir. Ouais, c'est politisé, éducateur spécialisé. Les écoles sont politisées. Ouais, c'est politisé. Très à gauche. C'est assez politisé. C'est un peu comme l'université, faut pas se mentir. Faut pas se mentir, c'est une volonté étatique ou c'est devenu comme ça de fait ? Non, je pense c'est devenu comme ça de fait parce que les profils en fait que tu trouves dans les éducateurs, il y a des gens de très bonne volonté. Bien sûr. 99% il y a des saints gens dans cette profession, j'en suis convaincu. Moi. Après, il y a le complexe du sauveur. Ouais. Il y a ce problème-là qui vient, c'est qu'il y a des gens qui pensent, qui veulent aider la société et qui ont besoin de sauver. Oui. Et là, des défaillances. Et qui veulent que les autres fassent comme eux y pensent. C'est pour ça que je dis, tu vas facilement glisser vers la dictature, parce que si tu n'as pas remis en question plein de tes dogmes et de ton éducation, en fait, tu vas ne faire que reproduire ton éducation et ton cadre. Ouais. Et du coup, tu ne vas pas prêter attention au cadre et à l'éducation de la personne que tu accompagnes. Bien sûr. Du coup, tu ne l'accompagneras pas, en fait. Mais non, tu vas retranscrire ton schéma intérieur. Tu vas la mettre à chaque fois dans ton carcan, et tes points de discussion seront beaucoup des points de comparaison. Et là, c'est une erreur parce que, moi, je pense, que c'est une erreur parce que, on doit faire attention à la personne telle qu'elle est. Ça existe encore, les outils qu'on vous apprend à l'école, comme par exemple le double regard, cette capacité à repasser ensuite une scène, c'est en fait être acteur et observateur à la fois, c'est-à-dire la vivre, mais ensuite après coup, l'analyser, la reconstruire en deuxième, qui est un exercice qu'il faut apprendre jeune d'ailleurs, mais qui est super utile. Oui, c'est assez utile. Et c'est d'ailleurs une des phases sur le sens critique. Oui, l'analyse. Parce que ce qui est intéressant dans ces diplômes-là, c'est que tu ne construis pas que ta critique. Tu construis ton sens critique. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies aussi l'envers de la situation. D'où l'intérêt d'être à plusieurs. Exactement. Les groupes de travail, et c'est issu de l'éducation populaire. C'est un milieu que moi, je préfère l'éducation populaire. Parce qu'il y a plein d'outils de travail qui sortent d'expérience. C'est pas que de la théorisation. La théorie, tu sais, un pédagogue, en fait, le pédagogue, c'est quelqu'un qui est du terrain. Celui qui théorise, en général, c'est un philosophe. Et il peut ne pas avoir de terrain. Le pédagogue, il fait de la vulgarisation, presque. Lui, il essaye, en fait. Il est confronté à la situation, et comme il n'y a pas... Tu sais, la pédagogie, c'est un jeu de cartes. On essaye. Et une des difficultés, c'est quand il n'y a pas d'évaluation qui est faite, parce que du coup, il n'y a pas le souvenir de ce qui a été fait. Et du coup, on se retrouve souvent squeezé par des théoriciens, des philosophes. Et en fait, ça va amener des difficultés de compréhension pour les gens de l'extérieur. Ok. Donc toi, tu es passé par tout ça. Tu as vécu tout ça. Est-ce que tu en parles aujourd'hui, etc. Donc après, Luc Magal, tu es d'ailleurs, tu m'as dit que ce n'était pas son premier métier. C'est une reconversion professionnelle, mais qui t'a beaucoup plu, dans laquelle tu t'es investi. Tu as passé, je crois, 20 ans, 25 ans dans ce métier-là. Qu'as-tu fait après ton diplôme ? Qu'as-tu fait de ton diplôme ? Alors, pour être honnête, le diplôme, je ne l'ai pas passé. Je l'ai passé en biais. J'ai attrapé des branches
pour avoir des équivalences. Tu l'as fait plusieurs fois. Ouais. Parce que j'étais pas issu de ce milieu et j'étais pas quelqu'un qui était... C'est important, ça, d'être d'un milieu socioculturel. Dans le business, on le voit, dans certains secteurs, on le voit, mais dans le social, c'est un avantage d'être dans un milieu socioculturel, du social? C'est préférable. Ah, d'accord. C'est préférable, même si c'est emprunt à... Donc il y a des us et coutumes, alors. Ouais, même si c'est emprunt, malheureusement, à un bord politique. Parce que ça, c'est un peu dommage, quand même, dans ce travail-là. Parce que, du coup, ça donne une orientation un peu béni, oui. Enfin... Donc, pour revenir sur... Il y a très peu de lepénistes chez vous. Ah ouais, moi... Alors, j'attends à ce qu'il y en ait plus. Non, c'est un constat. Et puis j'aime bien des fois voilà, c'est pour décontracter l'atmosphère, c'est une petite blague à la con. Mais en tout cas, pour se rendre compte des situations, je prends le cas d'un des boulots que j'ai fait là, pas très loin d'ici, là, pour une asso là, qui s'appelle, je peux la citer. Vas-y. La Fac 24. D'accord. L'accompagnement des gens qui étaient dans les minima sociaux, par exemple, il y avait des gens qui avaient la vie pétée. Hein. Je peux te dire, des gens qui s'étaient fait violer gamins, etc. Et puis que tu retrouves à 45 ans, qui savent pas ce qui leur arrive, et ils ont toujours pas analysé. C'est des gens qui votent beaucoup à droite. Je me suis rendu compte, là, dans les groupes que j'avais, soit 3 personnes sur 4 votaient. Toi, tu es une personne intègre, on se connaît parce que tu es aussi intervenant sur RLP. Tu ne vas pas modifier ton comportement et ton action en fonction du vote du public auquel tu es associé. Non, mais et tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient hyper intéressants pour comprendre comment ils répondaient à leur mal-être. D'accord. Et je trouvais ça hyper intéressant d'avoir des gens d'extrême droite. Alors, c'est pas que je veux qu'il y en ait plus, pas du tout. Mais il faut tout pour faire un monde. Et quand tu as des personnes qui ont cette identité-là, tu peux pas l'esquiver. Après, tu sais, extrême droite, on va pas rentrer là-dedans ce soir. Il est long. Là, on a 17 minutes d'émission. Mais c'est un terme qui a tellement évolué dans la signification depuis 30 ou 40 ans que ma grand-mère, aujourd'hui, si tu veux, se retournerait devant l'utilisation qu'on fait du terme aujourd'hui. Donc, on va... Oui, c'est vrai. Bon. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ce diplôme une fois... quel est ton parcours? Alors, qu'a fait Luc Magal? Moi, j'étais un gamin qui était placé, donc qui était mis en internat, puis en foyer de jeunes travailleurs. Alors oui, c'était la DAS à l'époque. Alors c'était les assistantes sociales, on ne voyait pas l'administration quand t'es gamin, tu vois pas ça. Mais j'ai été mis à 14 ans en internat parce que j'étais un enfant dit agité. D'accord. Alors qu'en réalité, je m'ennuyais assez rapidement. C'était un cadre qui ne me convenait pas. Un HPI qu'on n'a pas su gérer. Alors je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Après, il y a eu des tests par un édu qui m'a fait passer des tests. Et effectivement, quand il m'a fait me rendre compte que la moyenne c'était ça et que moi j'en étais là, j'étais pas beaucoup au-dessus des autres, mais j'étais effectivement... Alors, c'est pas ça qui faisait que j'étais agité, je crois. C'est le cadre familial qui était caduc, en fait, qui faisait que j'étais agité. J'avais pas de cadre. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'un enfant qui n'a pas de règles, c'est un enfant qui va devenir malheureux. Et en fait, c'est ce qui se passait. C'est que les règles n'étaient pas clairement édictées dans la famille, dans la maison. C'était famille éclatée, monoparentale. Alors ça, c'est étonnant de voir ce que tu me dis, parce que je l'ai rencontré dans beaucoup de gens dans cette profession. Tu es issu... d'ailleurs, du travail des travailleurs sociaux. Tu es devenu qui tu es aujourd'hui parce que... Du problème que je gère aujourd'hui. Parce que, oui, mais l'État est venu compenser une déficience familiale, visiblement, en tout cas, dans l'environnement initial. Donc, tu as été rattrapé par la société quand tu avais 14 ans. Ouais. Et tu es devenu ce que tu es aujourd'hui, et tu te consacres aujourd'hui d'ailleurs au social. C'est intéressant de voir comme parcours. Ouais. Mais entre-temps, j'ai été charpentier. Alors, oui, tu es allé taper sur des troncs d'arbres. Mais après, tu es quand même revenu sur ça. J'ai fait un petit bout d'armée. Parce que... D'accord. Et, tu vois la règle tout de suite, ça revient. J'ai fait un tour du monde. Donc, je vais dire, oui, t'es de quelle année, toi? De 73. Ben oui, donc t'es comme moi. T'as fait ton service, alors? Ouais. D'accord, il y avait encore le service. Par obligation, mais j'ai été réformé, P3, S4. Donc j'étais associable et j'ai eu... En fait, je faisais... alors P, c'est psycho... Et S, c'est quoi déjà? C'était la santé. D'accord. Parce que j'ai été blessé, en fait, pendant les 2 mois. Tu restais 2 mois enfermé, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Et du coup, je faisais du sport. Et du coup, je représentais la caserne où j'étais. Je faisais de la boxe française. Et j'ai fait... sur le 3e combat, j'ai été blessé.
Et donc, j'ai été réformé S4. D'accord. Le psy m'a demandé, tu veux sortir? Oui, je ne veux pas rester. Et il m'a laissé sortir gentiment. D'accord. Ensuite, j'ai fait un tour du monde. Ensuite, j'ai revu un des édus qui m'a fait passer des tests. Et quand j'ai vu que j'étais pas plus con que les autres, mon père m'a dit, je lui ai dit, j'ai envie d'aller visiter la planète. Et il a eu un très bon conseil. Il m'a dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Ouais, Du coup, va t'éclater. Va t'éclater, moi. De toute façon, t'as pas de... J'étais pas quelqu'un de... Surtout si on va aller sur le fond après. Donc, ok, ce parcours. Après, tu es charpentier. Après, tu fais tes éducateurs. Et tu vas dans quel public, quelle direction en tant qu'éducateur? Tout de suite, je priorise l'éducation populaire. Définition d'éducation populaire. Alors, l'éducation populaire, c'est un cadre où le groupe, tu fais pour le groupe et par le groupe. Tu vois, tu es allé auprès de l'enfance, de la jeunesse, ou tu es allé auprès des infirmes moteurs cérébraux? Alors, j'ai d'abord fait les situations de handicap. D'accord. Parce qu'on m'avait conseillé, on m'avait dit, la méthode, moi j'étais très intéressé par les méthodes pour résoudre les situations. Comme tout le monde, je cherchais des solutions. Bien sûr. Et en fait, j'ai eu un très bon conseil qui m'a dit, j'ai fait 4 ans les séjours adaptés. Donc avec des publics handicap, et tu vois là il n'y a pas besoin de diplôme, c'est comme dans les centres fermés, au contraire ils préfèrent des gens non diplômés parce qu'ils sont sûrement moins chiants et ils prennent moins cher. Je le dis comme je le pense parce que c'est ça, je crois, mais c'est une très bonne école. Et après j'ai fait j'ai fait un peu de centres fermés. Et j'ai fait des centres de loisirs. Après j'ai fait des séjours adaptés, des séjours de rupture. Mais j'ai fait beaucoup de séjours, ce qu'on appelle les colonies de vacances, qui sont dans des cadres exceptionnels. Oui, mais tu n'as pas été moniteur de colo. Je regarde ton CV un petit peu. Là, tu es directeur de centre réflexion pédagogique. Tu es un expert reconnu en éducation de la participative, active et impliquant par les CEMEA. Ouais, j'étais animateur de colo. Hein. D'accord, ouais. Mais je veux dire, ce n'est pas ton métier d'éducateur. Ton métier d'éducateur t'a amené à faire certaines choses. Tu es allé. Tu es dans le 9-3, tu m'as dit. Tu es allé voir de la jeunesse, en fait. Ouais. Mais c'est grâce à l'animation, en fait, que je suis rentré dans tous ces cadres. Et j'ai découvert un monde. Voilà. Tu étais directeur de séjour pour l'Aro Even, une association qui fait des séjours éducatifs et des colonies de vacances, effectivement. Et dans ce rôle, tu as mis en œuvre des programmes visant à encourager l'autonomie, la participation active des vacances. Ouais. Bon, c'est des séjours éducatifs pour des publics particuliers, je suppose. Et que non. C'est justement, ils mélangent. Il y a des éducateurs dans les colonies de vacances traditionnelles? C'est pour ça que je te disais en entame, le mot éducateur, il est, tu vois, le côté spécialisé, c'est très galvaudé. D'accord. Tu vois, c'est de l'éducation. Tu vois, dans l'animation, on est vraiment au cœur de l'éducation. Et c'est comme les autres cadres. Il y a un gros déficit pédagogique dans tous les cadres de l'éducation. Il y a aussi un gros déficit sur l'évaluation de son travail. Et il y a aussi un gros déficit sur le côté, on va dire, pluridisciplinaire. Bon, je voulais passer sur l'expérience et les publics pour arriver sur le fait que tu es aujourd'hui un spécialiste de les principes de l'éducation nouvelle. De la pédagogie. La pédagogie, en fait. C'est mon métier aujourd'hui. Ton métier aujourd'hui, c'est... pédagogue. Ça consiste en quoi? Alors, c'est réfléchir à des... Ton métier, c'est réfléchir. Ouais, à des méthodes qui permettent aux enfants de créer de la place. La pédagogie, elle est là avant tout pour permettre aux enfants de comprendre, aux jeunes, de comprendre le monde et surtout de comprendre la place qu'on peut prendre, la place qu'il y a. Et ça, on est autour de l'estime de soi et c'est l'essentiel en fait de l'éducation. Travailler autour de l'estime de soi et travailler la place des personnes, c'est le futur en fait de l'éducation. On va s'en rendre compte tout doucement. Tous les pédagogues qu'on va retenir dans le temps, c'est toujours des gens qui ont travaillé sur la place des personnes et sur l'estime de soi. Déjà, il faut trouver sa propre place. Ouais. On sait que aussi éduquer un être, quelqu'un, c'est de lui donner l'espace, faire croître l'espace dans lequel il se trouve, sur une de sa croissance, en lui mettant des limites sur lesquelles il se confronte, il va les élargir. Donc en fait, toi, d'accord. Et tu interviens pour ça dans les diverses structures. Je crois qu'aujourd'hui, tu es devenu quasiment indépendant. Donc, tu ne travailles plus pour l'État. Non. Tu as travaillé pour l'État. Ouais, j'ai travaillé 7 ans pour l'État. Qu'est-ce qui t'a fait quitter l'État? L'État. L'État t'a fait quitter l'État. Ouais. Le fonctionnement et tous les déficits.
tu vois, sur le manque de réflexion pédagogique, sur le manque du côté pluriel. Tu vois, aujourd'hui, en plus, on a l'IA, on pourrait créer un algorithme qui permet il y a un enfant qui vient, il est autiste, voilà. Il ne faut pas mécaniser l'humain, surtout. Mais tu vois, le côté pluridisciplinaire, il existe très peu, en fait. Tu sais pas... moi, je suis pour le brassage des disciplines, donc effectivement, oui. Et tu vois, si tu as un enfant, par exemple, qui vient et qui est autiste, tu ne sais même pas, dans l'hôpital de jour, qui s'occupe de lui. Tu n'as pas de référence de la personne, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'hôpital de jour. En fait, tout le monde intervient, mais il n'y a aucune règle. Et voilà. Et c'est pour ça que je te disais que t'es un peu lâché comme ça, dans une espèce d'organisation. Pourtant, en France, on est vraiment au bord de bien faire. Oui, mais il y a un code de la famille qui existe, qui a été rédigé. On forme beaucoup de travailleurs sociaux, on en recrute. On a l'impression qu'après, on a des individus qui font des choses individuelles. Oui, on se retrouve avec... Et puis, quand tu fais une erreur, ta marge de manœuvre, quel que soit ton cadre d'éducation, d'ailleurs, que ce soit un enseignant... C'est de l'humain, l'erreur, c'est embêtant. Oui. Et l'administration te tombe dessus, que tu sois enseignant, éducateur sportif, éducateur spécialisé en handicap, éducateur social et culturel. Tout ça, tu fais un écart, l'administration, elle ne te laisse pas l'écart. Mais elle ne permet pas aussi de pouvoir t'adresser aux bonnes personnes. Et je reprends l'exemple du petit qui est autiste ou qui est en situation de handicap. Tu ne sais pas qui intervient autour de lui. Et moi, c'est pas pour savoir qui vraiment intervient, c'est pour savoir ce qui est fait et ce qui marche. Tu vois, quand tu vas avoir un petit autiste, si tu n'as pas 2-3 références sur le chaud, le froid au moment du repas, sur le bruit, ces choses-là, tu as des gens à l'hôpital de jour qui travaillent autour de ça. Qui travaillent autour, par exemple, j'ai eu un petit, on faisait des ronds avec une couleur pour le calmer. Et il allait à côté de ce rond et il frottait le rond sur le mur. Tu vois, ça, c'est quelqu'un de l'hôpital de jour qui me l'a expliqué. C'est l'éducateur qui est dans l'hôpital de jour qui me l'a expliqué. D'accord. Alors, tu dis souvent, et tu ne l'as pas dit que ici, on est au bord de bien faire. Comment on pourrait bien faire ? Grâce à ça, au côté pluridisciplinaire. Alors, est-ce qu'on crée un algorithme qui me permet, quand je reçois un enfant, de savoir qui travaille autour de lui et ce qui est fait ? Moi, je pense qu'on peut le faire sur un tableau Excel. Pourquoi on ne pourrait pas créer un algorithme où on a une personne qui est référente et on sait, quand on reçoit cet enfant, que cette personne va pouvoir me mettre en lien. Tu es en train de me dire qu'il y a un manque de méthodologie. Ah oui. Et c'est ce que je te disais. Il y a une défaillance pédagogique, il y a une défaillance sur l'évaluation et il y a une défaillance sur le pluridisciplinaire. C'est les 3 thèmes, en fait, où on est extrêmement défaillant. Et à chaque fois, on est au bord de bien faire. Mais comme ça, c'est défaillant, on n'y arrive pas et on se lasse. Oui, on voit des gens qui démissionnent, d'ailleurs. C'est quand même... Et d'ailleurs, parfois, ce n'est pas les plus mauvais. C'est les bons, d'ailleurs, qui vont faire autre chose, qui se mettent en libéral ou qui s'en vont. Et déçu par ce manque-là, parce que il n'y a pas de mauvais cadres dans l'administration. Il n'y a que des manques. Franchement, on est dans un pays qui veut réfléchir à comment on aide les gens, mais on est dans un pays aussi qui fait de la carte postale, c'est-à-dire des belles images et pas de fond. Tu prends l'évaluation, je te mets au défi de prendre les éducateurs et de leur demander de monter une évaluation sur de l'évolution d'une personne sur un thème. Et tu vas voir qu'ils vont s'en mêler les pinceaux. C'est quelque chose qui n'est absolument pas maîtrisé. Tu vas demander à des éducateurs, quel que soit leur cadre, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est les sportifs, mais quel que soit leur cadre, demande-leur des références de pédagogues qu'ils utilisent sur le terrain. Oui, quelles sont vos méthodes, vos sources, sur quoi vous vous appuyez, pourquoi on fait comme ça ? Et c'est pour ça que j'ai monté la chaîne sur YouTube avec le CRP. C'est pour ça, c'est pour montrer qu'en fait... Vous tapez Luc Magal, M-A-G-A-L C-R-P. Voilà. Et vous allez arriver sur une série documentaire qui a été payée par la ville de Noisy-le-Sec. Il y a aussi Bobigny qui est dedans. Il y a, on a eu des enfants de Saint-Denis, etc. Ok. Bon. Luc, je crois qu'on reparlera de tout ça. Ouais. À vous tous, à la semaine prochaine. Et je vous annonce la venue de Sylvie Moreau la semaine prochaine. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.